Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Fotizo AI. Aujourd'hui, on accueille un invité pour une discussion autour de l'intelligence artificielle, bien sûr. On accueille Louis Escoufler, qui est doctorant en linguistique et traitement automatique de la langue. Donc, il va nous parler un peu de ses travaux. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir au travers de cette interview. Donc, bonjour Louis. Bonjour Denis. Alors, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ah, ça va, merci, hein. Super, je suis contente vraiment de t'avoir sur ce plateau, même si c'est en visio. Oui, merci pour l'invitation. Je suis content aussi de répondre à ta question. Ah, super. Donc, pour rappel, nous, on s'était rencontrés, je crois, la première fois en Belgique et après, on a eu à faire plusieurs confs. On s'est rencontrés, notamment dans la communauté de traitement automatique de la langue. Donc, c'est vraiment une joie de t'avoir, comme je t'ai dit, sur le plateau. Et puis, j'espère que cette discussion-là pourra aider de nombreuses personnes qui se posent des questions, notamment sur l'IA et les médias. Je vais te laisser déjà te présenter, présenter ton parcours et nous dire en fait ce que tu fais aujourd'hui. Oui, donc mon parcours d'abord, moi j'ai commencé par ce qu'on appelle en Belgique un bachelier, ce que vous appelez en France une licence, donc de 3 ans sur les langues anciennes, les langues et littératures anciennes. Donc à la base, j'étais pas du tout dans le domaine du traitement automatique ou de l'informatique. J'étais plus orienté vers la littérature et la langue. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la linguistique et que je me suis passionné plus pour la linguistique au sens général. Et donc j'ai fait un master après de 2 ans en linguistique qui était à l'université d'Oslo Ok. et à l'université de Louvain en Belgique. C'était un master à cheval sur les deux universités. Et pendant ce master, j'ai fait un mémoire où j'ai commencé un peu à utiliser des méthodes du traitement automatique du langage parce que ça portait sur le discours en ligne sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement sur les emojis, qui est un de mes sujets de prédilection. Et ça m'a donné envie de poursuivre dans la recherche. Et le problème, c'est que j'avais pas suffisamment de base en informatique, en traitement automatique du langage, et donc je me suis un peu forcé à faire une année supplémentaire de master en traitement automatique du langage spécifiquement, donc un an vraiment à fond là-dessus où j'ai appris la programmation et les techniques spécifiques au TAL, Mm. et pour après ben, déboucher sur une thèse que j'ai commencé, une thèse de doctorat que j'ai commencé en 2021. Et en Belgique, contrairement à la France où vous avez 3 ans, en Belgique on a 4 ans pour faire une thèse. Et donc ma thèse se terminera ici cet été en 2025. Et alors ma thèse porte sur l'analyse automatique de la subjectivité, de l'opinion dans la presse francophone. Et je m'intéresse à la fois aux méthodes automatiques, mais aussi à des méthodes plus symboliques et qualitatives. J'ai fait de nombreux entretiens avec des journalistes en Belgique, au Québec. J'ai fait des expériences d'annotation aussi avec des étudiants qui ont dû lire des textes et essayer de surligner ce qu'ils considéraient comme subjectif dans les textes, ce qui permet après aussi d'améliorer des modèles automatiques. Et une des dimensions principales aussi de ma thèse, c'est d'essayer d'aller comparer ben, ce qui se fait de plus puissant en modèle de classification de texte pour les textes subjectifs avec des grands modèles de langage et comparer ces modèles très puissants avec des modèles plus basiques, plus simples de classification par apprentissage automatique aussi, mais basés sur des dimensions beaucoup plus réduites, enfin, un nombre beaucoup plus réduit de dimensions, et de voir ben, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux types de modèles et comment est-ce qu'on peut trouver un compromis. Voilà, ça c'est pour ce que je fais et où je le fais, c'est important aussi. Je suis doctorant à l'Observatoire de recherche sur les médias et le journalisme qui est à Lucé-Louvain, en Belgique. Et donc, c'est un laboratoire qui est très multidisciplinaire, mais qui est orienté sur tout ce qui touche à l'analyse des médias. Et donc, c'est pas du tout un laboratoire orienté TAL, orienté traitement automatique de la langue, mais je suis aussi affilié au Cental, qui là est plutôt un laboratoire spécialisé dans la linguistique computationnelle, et où j'ai beaucoup de collègues qui travaillent aussi, et c'est dans la même université à l'UCLouvain. Ok. Voilà. C'était très clair comme présentation. Là, quelqu'un ne pourra pas dire qu'il ne sait pas ce que tu fais là.
En tout cas, c'est très intéressant. Et la première question, en fait, que j'ai envie de te poser, c'est surtout pourquoi tu t'es intéressé à la subjectivité dans, justement, les médias, dans la presse. Ben, moi, j'aime beaucoup le traitement automatique du langage, mais j'aime surtout l'utiliser comme un outil plutôt que vraiment comme un objet de recherche. J'ai beaucoup de collègues qui vont travailler à optimiser des modèles, à, à voir comment est-ce qu'on peut améliorer des algorithmes, etc. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut les appliquer à des sujets de recherche et comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là pour enrichir d'autres types de recherches, typiquement croiser des méthodes plus qualitatives avec des méthodes issues du traitement automatique du langage. Ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Et le journalisme et les médias, plus globalement, c'est aussi euh, un sujet que je trouve très intéressant et très contemporain aussi, parce que c'est des questions qui ne cessent de devenir de plus en plus importantes cette année plus que jamais. Et donc voilà, il y a 4 ans, c'est parti un peu du constat que on observait depuis quelques années que sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la société en général, ben, on tendait à avoir de plus en plus d'opinions divergentes. On parle beaucoup de polarisation des idées, de bulles de filtre, etc. En tout cas, on en parlait beaucoup à ce moment-là, on en parle encore aujourd'hui. Mais à l'époque, l'idée, c'était, ben, tiens, est-ce que plutôt que d'essayer de laisser les gens se battre sur qu'est-ce qui est une opinion, qu'est-ce qui est un fait, est-ce qu'on pourrait pas, nous, aller voir un peu, à partir de différentes méthodes, de différentes approches, qu'est-ce qui, objectivement, avec des gros guillemets, constitue pour les êtres humains, pour les machines, pour les données elles-mêmes, qu'est-ce qui constitue du journalisme d'information et du journalisme d'opinion. D'opinion, ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le journalisme, on fait plus trop la différence entre l'opinion du journaliste et ce qui est de l'information finalement. Et je trouve ça dommage en fait, parce que tu sais pas où t'informer, quel journaliste qui donne juste son opinion, qui donne juste des informations. Et c'est terrible, je dirais, pour tout ce qui est fake news et tout ça, parce que il suffit que ça soit l'opinion d'un journaliste et demain, on te dit c'est telle information qui est répandue. Pourtant, c'était juste l'opinion de quelqu'un et on n'a pas su en fait que c'était l'opinion. On pensait que c'était de l'information. Donc, Mhm. je Oui, trouve... bah, il faut toujours savoir aussi bien naviguer dans le grand chaos informationnel qu'on a avec les réseaux sociaux, les on-dit, etc. Et en France, vous êtes beaucoup plus exposé aussi à plein de médias qui peuvent dire des choses différentes sur un même sujet. On a la chance, entre guillemets, en Belgique, d'avoir un plus grand consensus au niveau des opinions, où il n'y a pas vraiment de médias de droite ou de médias de gauche. En France, c'est beaucoup plus tranché. Et du coup, il faut aussi éduquer aux médias de plus en plus, je pense, les jeunes, parce que, en effet, comme tu dis, parfois c'est difficile de savoir si ce qu'on lit ben, est influencé par le média dans lequel c'est publié? Est-ce que c'est influencé par le journaliste? Est-ce que c'est une chronique ou est-ce que c'est un article d'information? Normalement, en tout cas dans la plupart des médias, ça va être écrit en haut, il va y avoir une petite languette qui dit attention, ça c'est un éditorial, attention, ça c'est publié par une agence de presse. Mais c'est pas toujours clair et en tout cas aux États-Unis, ça devient de moins en moins clair. Donc il se peut que ça arrive aussi de notre côté de l'Atlantique. La frontière devient de plus en plus fine, je dirais. Ouais, exactement. Donc là, on a parlé de subjectivité, d'opinion et de texte informatif. Si tu devais définir en fait pour un public assez général, qu'est-ce que c'est? Comment tu les définirais, ces différents thèmes? De quel thème tu parles exactement? Subjectivité dans la presse, La subjectivité. opinion, un Ouais. texte d'opinion versus un texte informatif. Mhm. Bah oui, c'est une question importante parce que c'est évidemment une définition sur laquelle j'ai dû trancher un moment dans ma thèse, pardon, parce qu'il y a pas de définition qui fait loi. Mais en général, moi, j'aime bien catégoriser où j'essaie pas de voir ça comme quelque chose d'absolument binaire, mais plutôt comme un continuum où 0, c'est l'information et 1, c'est l'opinion. Et entre ce 0 et ce 1, on a plein de nuances. Euh, mais l'idée principale, c'est que plus l'opinion, la subjectivité
les avis personnels du journaliste qui écrit l'article se ressentent sur l'écriture du texte, plus on va vers du journalisme d'opinion. Ok. A priori, si en lisant un article, on peut se dire qu'on ne connaît absolument pas l'opinion du journaliste, on peut commencer à penser qu'on est dans le journalisme d'information. Après, il y a plein d'autres facteurs. Moi, je m'intéresse vraiment au texte et au Ok. contenu du texte, mais il y a plein d'autres facteurs qui peuvent influencer ces distinctions. Évidemment, il y a quelle image est-ce qu'on va choisir pour illustrer l'article, et elle va être le titre de l'article. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là et pas d'un autre? Pourquoi est-ce qu'on interviewe cette personne-là et pas une autre? Moi, en tant que linguiste, je vais me concentrer sur le texte, mais j'ai des collègues en journalisme qui, eux, ben, vont prendre en compte ces différents facteurs aussi. Mm. Ok, ok. Donc, du coup, là, tu disais, en fait, il n'y a pas de consensus en tant que tel, en fait, sur cette définition. Donc, tu as apporté ta propre définition qui n'est pas binaire, en fait, c'est pas du 0 un, mais il y a aussi le entre-deux. Donc, finalement, quels sont les indicateurs qui sont dans le texte que tu utilises pour définir la subjectivité? Mais c'est pas ma propre définition, c'est juste que c'est celle que j'ai dû finir par choisir à un moment parmi plein de définitions qui existent. Mais au niveau des indicateurs, bah, c'était une des premières choses. C'est ce qu'on fait en premier quand on fait une thèse de doctorat en général, c'est qu'on va constituer un état de l'art, une revue de la littérature. On va essayer d'un peu lire tout ce qui se fait sur le sujet qu'on aborde, essayer de rassembler toute la recherche qui a été faite auparavant là-dessus. Et donc, j'ai essayé de recenser un peu tous ces indicateurs linguistiques de la subjectivité qui se retrouvaient dans les travaux scientifiques qui avaient été faits là-dessus. Et ben, il y a des choses très simples, hein. S'il y a la mention simplement du je dans l'article, ben, on a tendance à pouvoir reconnaître que le journaliste parle lui-même. Après, il y a des choses plus compliquées. Est-ce qu'on va utiliser certains adjectifs plutôt que d'autres? Est-ce qu'on va utiliser des modes et des temps verbaux différents? Est-ce qu'on va utiliser de l'ironie? Est-ce qu'on va utiliser d'autres figures de style? Est-ce que le texte est plus complexe? Est-ce qu'il est plus long? Et donc, est-ce qu'il tend à être plus argumentatif? C'est plein de petites variables comme ça qui, prises séparément, ne disent pas grand-chose, mais une fois qu'on les agrège et on les mouline dans un algorithme qui va peser le poids de chacune de ces variables, ben, peuvent approximer aussi bien que possible la classe d'un article entre information et opinion. Ok, ok. Ok, ok. Ça me paraît logique en fait de réunir plusieurs critères justement pour pouvoir en fait classer opinion euh, Mhm. texte subjectif en fait. Ouais, Ça- il y a trois grands types de critères. Il y a tout ce qui est syntaxique, donc les verbes, les pronoms, les adjectifs et les sous-types de chaque étiquette morphosyntaxique. Il y a tout ce qui est lexical, donc au niveau du choix des mots. Euh, Typiquement, je sais pas quel exemple je peux prendre. Si je parle des cheveux de quelqu'un, ça a une valeur assez neutre, mais si je parle de la chevelure de quelqu'un, ben, c'est plus positif. Si je parle de sa tignasse, ben, c'est plus négatif. C'est des nuances comme ça et qui font que ben, choisir un mot plutôt qu'un autre, ça va avoir un impact aussi sur la subjectivité du texte parce qu'il y a toujours un choix derrière le mot qu'on va sélectionner. Et puis il y a aussi le troisième niveau qui est le niveau discursif ou stylistique et qui est tout ce qui se situe au niveau de l'ordre des phrases, au niveau de la ponctuation qu'on utilise, au niveau de la complexité du texte, tout ce qui est plus à un niveau un peu plus macro. Du Euh, discours, quoi. Mhm. Donc en fait tu as tous les niveaux en fait de la linguistique en quelque sorte. Vu que tu Ouais, un t'attends peu. au lexique, un peu à la syntaxe et après au discours. Donc, moi, je pense que c'est tout. En tout cas, de ce que j'ai cru voir en fait en linguistique, ce sont les échelles en fait finalement des composants linguistiques aussi. Mhm. Oui, après, il y a pas de prise en compte de la prosodie ou de la phonétique vu que c'est du texte. C'est ça qui facilite un peu aussi cette recherche-là. Ça serait intéressant de la faire d'ailleurs sur des corpus oraux ou des corpus vidéo de radio ou de télé Ok, un jour. vraiment. Et je suppose que pour justement identifier ces différents mots, identifier la subjectivité, il y a des défis majeurs. Ce sont lesquels, par exemple?
Des gros défis que je rencontre depuis le début, c'est que le plus gros défi peut-être, c'est que pour pouvoir identifier quels sont les critères d'une classe et de l'autre, il faut à la base des textes où on sait lesquels sont d'information et lesquels sont d'opinion. Il faut qu'on puisse se fier à cette catégorisation-là. Alors, les deux tensions, c'est que, ben, à qui est-ce qu'on peut faire confiance pour ça? Est-ce que, on peut faire confiance aux journalistes eux-mêmes qui disent ça c'est opinion, ça c'est information, ou est-ce qu'on ne peut pas leur faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance aux médias? Si on va sur le site d'un média et qu'on prend tous les articles qui sont annotés opinion et tous les articles annotés information, on peut faire confiance? Ou est-ce qu'il y en a peut-être qui ne correspondent pas nécessairement à l'une ou l'autre classe ou qui sont mal classés? Est-ce qu'on peut faire confiance à des lecteurs eux-mêmes? Ça, il y a une partie de ma thèse aussi où, comme je le disais, j'ai demandé à des étudiants de catégoriser eux-mêmes des articles d'opinion et d'information. Et donc ça, c'est ce truc-là de à qui on peut faire confiance, qui est en tension avec combien d'articles est-ce qu'on a besoin, quelle doit être la taille de notre corpus pour pouvoir arriver à une généralisation suffisante. Euh, et donc, ça a été un choix difficile dans ma thèse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté des articles qui viennent de 8 médias différents. J'ai pris 4 médias belges et 4 médias québécois parce que j'ai eu la chance de faire une partie de ma thèse au Québec. Et donc, c'était intéressant de pouvoir comparer les deux aussi. Et je me suis basé sur les catégorisations attribuées par ces médias à leurs différents articles. Mais comme j'avais 8 médias, j'espère avoir une sorte de fiabilité ou de tendance qui se dessine dans la manière dont ils catégorisent l'information et l'opinion, même si ce n'est pas exactement de la même manière d'un média à l'autre. Le fait d'en avoir 8 crée une sorte de moyenne qui me permet d'avoir des tendances un peu plus fiables que si je me concentrais uniquement sur un seul média comme ça, quoi. Ok. Mais du coup, en fait, ça me donne envie de poser une autre question parce que tu parlais de médias canadiens et médias Mhm. belges. Déjà, quand c'est deux médias différents, on a une variation du point de vue de la linguistique, mais quand il s'agit de médias de d'autres pays, on a encore plus de variations linguistiques en fait. Donc, comment tu gères cela et est-ce que les variations finalement sont vraiment très proches? Est-ce que tu sens en fait une distinction entre les tests qui sont belges et les textes qui sont canadiens? Ouais, bah, c'était une de mes inquiétudes au début quand j'ai commencé à travailler sur les médias canadiens parce que je m'étais dit, tiens, en fait, quand je travaille avec des modèles de langage, typiquement Camembert, qui est la version entraînée sur du français de BERT, ben, c'est entraîné sur des corpus qui sont franco-français, qui sont en général des textes publiés, écrits en France. Le Wikipédia français, ben, c'est en français de France, c'est pas en français du Québec ou en français de Belgique. Et donc j'ai voulu un peu aller voir, ben, tiens, est-ce que Camembert, il connaît le lexique qui est utilisé dans mes corpus québécois? J'ai pas vu beaucoup de différence avec les corpus belges, donc ça m'a un peu rassuré. Et en effet, quand on lit les articles des médias québécois, on trouve rarement des spécificités du français du Québec, qui est une variété du français qui possède pas mal de spécificités, mais à l'écrit et dans l'écriture journalistique, j'ai rarement trouvé des expressions typiquement québécoises. Les grosses différences vont être au niveau des références culturelles. Donc, ils vont pas mentionner les mêmes hommes politiques, les mêmes stars que nous. En Belgique, on a une culture beaucoup plus proche de la France. Eux, ils ont une culture beaucoup plus proche des États-Unis. Mais au niveau des médias, c'est aussi pour ça que ça me rassurait de travailler sur le Québec, c'est que le Québec est assez similaire avec la Belgique, dans le sens où c'est une petite communauté linguistique à l'intérieur d'un pays qui parle plusieurs langues et qui a donc plusieurs systèmes médiatiques. Nous, en Belgique, on a un système médiatique francophone, mais on a aussi un système médiatique néerlandophone qui est plus grand. Et donc, on va souvent aussi aller chercher de l'information du côté français. Au Québec, ben, ils ont leur grand frère canadien anglophone, mais ils ont aussi une forte influence des États-Unis et culturellement aussi en partie une influence française. Les journalistes, en tout cas, connaissent les grands journalistes français. Et donc, il y avait ces similitudes entre les deux systèmes médiatiques belges francophones et québécois. Qui au final fait que même s'il y a des différences et que j'analyse aussi dans ma thèse, ben, elles sont pas si prononcées que ça. Ah, ok. Ben, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour toi. Ouais.
Ok. Mais du coup, est-ce que tes travaux, en fait, tu penses je sais pas, les appliquer aussi sur des corpus anglais pour justement voir est-ce que, en fait, les méthodes que tu as utilisées peuvent être utilisées sur des corpus anglais? Euh, je ne sais pas parce que enfin, en traitement automatique du langage, on est souvent, on arrive souvent après du côté francophone par rapport au côté anglophone. Donc, si on a vraiment quelque chose d'innovant, il vaut parfois mieux le tester sur de l'anglais plutôt que d'abord sur du français. Le français va être une langue d'application qui arrive un peu plus tard, malheureusement, mais bon, c'est normal avec l'américanisation du monde. Euh, donc, je pense qu'il y a déjà des outils sans doute meilleurs que ceux que j'ai développés qui fonctionnent pour l'anglais, qui a plus de ressources. Ce qui pourrait être intéressant, par contre, et ce que j'envisage peut-être pour clôturer ma thèse, c'est de tester les modèles que j'ai entraînés moi sur des corpus belges et québécois sur des données plutôt issues de médias français et de Ok. médias suisses et de médias peut-être d'Afrique francophone, enfin, des pays africains où on parle français aussi, et de voir, tiens, est-ce que mon modèle de classification, il fonctionne aussi si je teste sur des articles du Figaro? Est-ce que là, il va pas classer tous les articles du Figaro comme des articles d'opinion? Ce serait hyper intéressant. Je pense pas que ce sera le cas, hein, ce serait caricatural, mais Je sais pas. mais voilà, il y a des trucs à tenter de ce côté-là aussi. Si j'ai du temps d'ici la fin de ma thèse, j'aimerais bien tester ça. Ok, mais parfait. Donc là, tout à l'heure, tu parlais des modèles que tu avais utilisés, tu parlais justement de Camembert et tout, mais tu t'es aussi basé sur des règles linguistiques. Mhm. Parmi ces deux approches, en fait, lesquelles étaient les meilleures? Des règles ou les approches basées sur des modèles de langue de type Camembert et autres? Sans compter qu'aujourd'hui, avec les LLM aussi, est-ce que tu as eu le temps de tester les LLM style ChatGPT et autres là? Yama pour Ouais. sécurité, justement, pour voir en fait, finalement, est-ce que tu arrives à de meilleurs résultats avec les nouvelles méthodes? Parce que je sais que quand j'ai commencé ma thèse, j'étais sur Mhm. un petit modèle de langue et tout d'un coup, il y a eu ChatGPT et on se demandait en fait, est-ce que c'était viable encore les méthodes que j'ai proposées? Ouais, ouais. Ouais, non, je crois que c'est une remise en question que ouais, toute la profession a vécu assez fortement. En même temps, c'est super excitant aussi de voir tout ça qui arrive. Mais la question initiale, donc, c'est quelles sont les meilleures méthodes entre les méthodes plus classiques et les méthodes basées sur des modèles de langage? Je pense le mot le plus important là-dedans, c'est peut-être meilleur, parce qu'il faut d'abord voir qu'est-ce qu'on entend par meilleur modèle. Et c'est une question qu'on s'est posée assez rapidement aussi, parce que évidemment que les modèles de langage vont avoir des performances meilleures. Évidemment que Camembert, qui est un modèle de langage basé sur l'architecture Transformers, qui est aussi celle qu'utilise GPT, de ChatGPT et tous les autres grands modèles de langage aujourd'hui, évidemment qu'il va être meilleur parce que il a beaucoup plus de paramètres, il représente les textes dans un espace de dimension incompréhensible pour l'être humain. Il demande un temps de calcul et des ressources computationnelles bien au-dessus de ce que demandent celles de modèles plus simples. Et si je prends le modèle le plus simple, justement, qu'on a utilisé, qui est la régression logistique, qui est un modèle d'apprentissage automatique de base, euh, mais il fonctionne moins bien quand on lui demande de classer des articles d'opinion et d'information. Il fonctionne un peu moins bien que Camembert, typiquement, qui est un grand modèle de langage. Par contre, il va beaucoup plus vite, il demande moins de temps d'entraînement, il ne demande pas d'avoir un gros GPU pour être entraîné ni pour être utilisé. Je peux l'utiliser sur mon petit ordinateur. Bon, Camembert aussi, mais avec un peu plus de difficulté. Et donc, il y a tout cet aspect-là qui pose aussi des questions dans un contexte environnemental où on va à la course aux paramètres et au temps de calcul, etc. Et voilà, est-ce qu'il ne faut pas d'abord aussi se poser cette question-là qui rentre quand même dans l'équation? Est-ce qu'on veut un modèle qui fasse 3% de mieux ou est-ce qu'on veut un modèle qui coûte beaucoup moins en temps et en coût computationnel?
Et puis, la troisième grosse variable qui entre là-dedans et qui devient aussi de plus en plus importante, c'est tout ce qui concerne l'explicabilité. Euh, à nouveau, si je prends mes deux petits modèles, la régression logistique, ben, je vais lui donner mes 30 variables, je vais lui dire compte les pronoms, compte les adjectifs, détecte les mots de sentiments, etc. Ça va tourner pendant 15 secondes. Et puis, il va pouvoir me classer les 10 000 articles que je lui demande de classer. Et si je veux savoir quels sont les mots de chaque article qu'il a influencé, il va pouvoir me dire, ben voilà, moi j'ai donné autant de poids aux pronoms, et j'ai donné autant de poids au nombre de citations dans l'article, et au final, j'en suis arrivé à cette prédiction-là. Ouais. Alors que Camembert, ben, il va pouvoir me dire, voilà, j'ai classé l'article comme un article d'opinion. Par contre, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que tout ce qui s'est passé entre le moment où je lui ai donné le texte de l'article et le moment où il a sorti opinion, ben c'est un peu caricatural, hein, mais c'est ce principe de la boîte noire où il y a tellement de paramètres qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe, qu'on ne sait pas comment il a décomposé les différents mots du texte lui-même dans ces dimensions qui sont un peu les indicateurs qu'on trouve dans l'autre modèle. Mais c'est vraiment pas du tout interprétable pour l'être humain. Et donc, il y a cette troisième variable, donc performance vraiment de classification, l'exactitude du modèle, le coût computationnel environnemental et l'explicabilité qui rentrent en tension et qui font que, voilà, est-ce qu'il y a un meilleur modèle? Ben, on ne sait pas. Les modèles plus simples, ils sont plus rapides, mais moins efficaces et explicables. Les grands modèles de langage, ils ne sont pas explicables, ils coûtent beaucoup de temps, d'argent, mais ils fonctionnent beaucoup mieux. Euh, L'idée après, c'est est-ce qu'on peut trouver un compromis? Est-ce qu'on peut essayer de mélanger un peu ces deux modèles et prendre le meilleur des deux mondes? C'est un peu ça qu'on a essayé de faire aussi pendant mon doctorat. Voilà, désolé, j'ai parlé beaucoup. Oh, mais c'est bien parce que tu emboîtes le pas en fait sur les questions suivantes, donc je trouve ça très intéressant. Et moi, je te rejoins clairement sur le fait que dit qu'un modèle est meilleur, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. C'est pas juste augmenter le score de 3%. Parce que Mhm. si tu me dis, OK, j'augmente mon score de 3%, mais que je dois avoir une infrastructure qui est très gourmande en termes de calcul, je préfère prendre mon modèle qui a 3% en moins et avec une petite infrastructure en fait pour le calcul. Donc, Ouais. je te rejoins complètement. Et puis moi, je suis beaucoup plus pour la team qui dit mieux vaut utiliser un petit modèle qui va fonctionner en fait en local, qui sera bon pour l'utilisateur, que d'utiliser un très gros modèle pour avoir un point de plus et on ne sait pas ce qu'il fait finalement. Donc, je suis toujours en mode, je teste d'abord des petits modèles avant de sortir l'attirail, la lourde d'attirail, je dirais. Donc, Ouais, le problème, c'est que le réflexe, pour le moment, il est plus à justement sortir déjà les grands modèles parce que c'est plus facile, on sait que ça va bien marcher, alors que oui, peut-être qu'avec un modèle plus simple, on arrive à des résultats similaires. c'est ça. Donc, c'est dommage, mais je pense que d'ici quelques années, on s'en rendra compte et ça va se réguler après, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui sont revenus au stade des modèles, justement, des régressions logistiques et tout ça, pour faire Mhm. des calculs quand les modèles à base de transformers sont sortis. Donc, là, on a les LLM, en fait, qui sont aussi à base de transformers qui sont sortis. Je pense qu'il y a certains qui reviendront à un moment donné pour dire peut-être qu'on allait trop vite. Est-ce que nos modèles, est-ce qu'on a exploité pleinement, en fait, les apports de ces modèles plus petits? Mhm. C'est ça la bonne Oui, question. peut-être. J'espère. Je ne sais pas si ce sera le cas rapidement, mais ouais, j'espère. Parce qu'aux États-Unis, en tout cas dans les grosses conférences, on voit quand même pas beaucoup encore revenir ces modèles-là, ni vraiment de tendance à des modèles plus simples, à part des modèles type BERT, mais distillés ou des choses comme ça. Pour l'instant, on est quand même toujours dans la grande course aux paramètres et à la surenchère des grands modèles de langage. Parfois, tu es obligé de suivre, sinon ton article ne sera pas aussi accepté. Il faut que Ouais, c'est ça. avec les grands modèles. Et ça, c'est quand même dommage, en fait. Mais bon, on verra d'ici là ce que l'avenir nous réservera. Et comme je disais, tu m'as emboîté le pas en fait sur l'explicabilité des modèles justement de traitement automatique de la langue. Donc déjà, je pense que nous,
mes internautes ne sont pas forcément habitués à ce thème-là. Est-ce que tu pourrais le définir? Ce que c'est que l'explicabilité? Mhm. Ben, il y a pas mal de termes qui ressortent. L'explicabilité, c'est un des termes, c'est celui qu'on utilise le plus souvent avec mon équipe, mais il y a aussi de l'interprétabilité, euh, la transparence. Explicabilité, en quelque sorte, c'est à quel point, quand je reçois une prédiction de la part d'un modèle, typiquement dans mon exemple, si je lui donne un article de presse et que je lui dis de me le classer en opinion ou en information, à quel point est-ce que le modèle est capable de m'expliquer à moi, humain, d'une manière compréhensible pour un être humain, comment est-ce qu'il est parvenu à cette prédiction? À quel point est-ce qu'on peut aller rechercher quel mécanisme, quels mots dans le texte l'ont fait pencher vers cette prédiction. Ça, plus un modèle est capable de faire ça, plus il va être explicable. Ok. Ben, c'est une définition très claire. Je pense que là, c'est vraiment très clair pour tout le monde, en fait. J'aurais pas dû mieux. Du coup, Mais typiquement, on s'en rend pas spécialement compte, mais ChatGPT, c'est tout sauf un modèle explicable. Quand on va lui demander, quand on va lui poser une question simple, il va répondre, mais tout ce qu'il va faire, c'est prédire le mot le plus probable à la suite de l'autre. Mais ça, tu l'avais déjà expliqué dans tes vidéos. Mais comment est-ce qu'il a choisi ce mot-là? Ça, lui ne pourra jamais nous l'expliquer précisément parce que voilà, c'est juste des probabilités, c'est juste des chiffres ces explications ne seront jamais fiables pour un lecteur humain. Et ça ouais. pose des gros soucis. Moi, mon cas, il est pas hypersensible. Classer des articles d'opinion et d'information, il y a une petite valeur sociétale. Mais dans des cas où on confierait euh, à des algorithmes ben, comme, je sais pas, des applications de rencontres, des systèmes de classification juridique, de textes juridiques, des modèles entraînés sur le médical et qui seraient des boîtes noires comme ça, qui ne seraient pas explicables, ben là, ça peut poser des gros soucis parce que s'ils prennent des décisions arbitraires, enfin pas arbitraires, mais basées sur des probabilités comme ça, basées sur des paramètres qu'on ne peut pas contrôler ou en tout cas qu'on ne peut pas comprendre, qui ne sont pas interprétables, ben là, ça pose des questions éthiques importantes. Et pour revenir même sur ChatGPT, tu parlais du fait que déjà lui-même, il ne pourra pas te dire pourquoi il a fait telle prédiction ou Mhm, prédiction. Et je pense que ce qui est encore, ce on ne dit pas assez en fait, c'est qu'on ne sait même pas sur quel corpus a été entraîné. mhm. Donc on ne sait pas ce qui a été injecté dedans, on ne sait pas quels sont les biais en fait qui sont injectés dans ces modèles-là. Et pour moi, c'est grave quand même. Ouais, bah, je pousse toujours à utiliser plutôt des modèles aussi open source que possible ou des modèles où on sait justement sur quoi ça a été entraîné. Bon, de toute manière, peu importe le modèle qu'on utilise, il y aura toujours des biais. C'est impossible de débiaiser totalement un algorithme et la chasse aux biais, elle est moins nécessaire que la visualisation et l'éducation aux biais, à mon avis. Mais oui, en effet, il faut vraiment qu'on soit conscient que quand on pose une question à ChatGPT, évidemment, il est biaisé par les données d'entraînement. Ben, on peut deviner qu'il a été entraîné sur du contenu qu'on trouve sur le web. Bah, sur le web, la plupart du contenu qu'on retrouve, c'est du contenu occidental. C'est du contenu qui a été écrit sans doute en grande partie par des personnes qui disposent d'un ordinateur, qui disposent peut-être d'un téléphone portable. Tout ça bah, par des personnes peut-être plus éduquées. Tout ça rentre en compte pour créer du contenu qui, de base, est biaisé envers une certaine catégorie sociale, une certaine partie de la population. Donc, tu as travaillé aussi sur tout ce qui est explicabilité de tes modèles, justement. C'est bien ça. Oui, avec des collègues, on a fait ça. On a analysé l'explicabilité des modèles et on a essayé de comparer donc l'explicabilité, enfin, moins de comparer, mais plutôt d'essayer d'améliorer l'explicabilité ou d'aller investiguer comment est-ce qu'on peut extraire des explications aussi fiables que possible des grands modèles de langage.
Et du coup, quelles sont les approches en fait d'explicabilité que la plupart du temps vous utilisez? Parce que parfois, ce que je vois en fait sur les travaux au niveau de l'explicabilité, c'est qu'on utilise un autre modèle pour expliquer un modèle. Donc, est-ce que c'est votre cas également? On a testé plusieurs approches. Une des premières qu'on a testées, c'est ce qu'on va appeler la perturbation. Euh, L'algorithme le plus courant pour ça, c'est LIME, LIME, qui est un algorithme de perturbation pour expliquer justement des décisions prises par des modèles. Et pour repartir encore sur l'exemple que j'ai utilisé, si je donne à mon modèle un article d'opinion, il va le classer, mais il ne pourra pas m'expliquer pourquoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner 1000 fois cet article, ce même article, mais à chaque fois, je vais enlever un mot, ou je vais enlever deux mots, mais au hasard. Je vais donner plein de combinaisons différentes de l'article. Et je vais voir à quel point enlever certains mots ou pas modifie sa prédiction. Et donc, si je fais ça 1000 fois, ben, je peux voir que peut-être que dans 990 cas, il m'a dit opinion, mais il y a 10 fois où il m'a dit information, c'est au moment où j'ai enlevé ces mots-là. Et donc, on peut déduire que ces mots-là, ben, ce sont les mots qui, a priori, le font pencher le plus vers une classe ou une autre. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la perturbation. Le problème, c'est que c'est très coûteux parce qu'il faut faire classer énormément de fois le même texte par l'algorithme pour avoir une explication. Et c'est pas toujours très stable non plus parce on a déjà remarqué que quand on faisait ça plusieurs fois, ben parfois ça donnait pas les mêmes mots, même pour le même texte et pour le même modèle. Hmm. Un gros problème, c'est la stabilité. On a ce même problème avec une autre méthode qui est celle qu'on utilise aujourd'hui, qui est d'utiliser l'attention des modèles. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est euh, en quelque sorte à travers les différentes couches par lesquelles passent les mots du texte avant d'arriver à la prédiction finale, ben, on va essayer d'aller retrouver de cette prédiction finale en passant par toutes les couches de la fin au début, en quelque sorte, et d'essayer de ramener ben, quelle couche a donné le plus de poids à quel mot dans la prédiction initiale. Et alors, on peut essayer d'avoir une sorte de carte d'attention, comme ça, on revoit le texte et on voit ben, quelles sont les zones auxquelles le modèle a attribué le plus de poids. Ça, c'est un peu plus rapide et c'est un peu plus fiable. Mais on a le même problème de stabilité qui est que quand on fait ça sur le même modèle, mais qu'on entraîne ce modèle sur un corpus en inversant l'ordre des mots qu'on lui donne pour s'entraîner, ben, on voit que ces explications, elles varient totalement. Et donc, c'est difficile d'aller faire confiance aux explications du modèle parce que il suffit qu'on change un tout petit truc dans ces engrenages et ça modifie totalement la manière dont ils s'expliquent, ce qui n'est pas le cas des modèles plus simples. Et donc, même si on a l'impression qu'on a trouvé une solution à l'explicabilité, ben, on se rend compte qu'en fait, pour une même prédiction, il peut donner 15 explications différentes. Et donc, cette variabilité, ben, elle remet totalement en question l'explicabilité des modèles à nouveau, quoi. Ok. Mais tu penses que est-ce qu'on arrivera en fait à cette explicabilité totale? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une croisade qui est perdue d'avance parce que ben, c'est des modèles qui, par définition, vont décomposer l'information qu'ils reçoivent à un niveau qui n'est plus compréhensible par l'être humain. Et donc, il faut imaginer que le texte qu'on lui donne, il contient 100 mots. Ben, Camembert, avant de pouvoir prédire, il va décomposer ça en milliers de sous-mots, et puis il va redécomposer ça à travers toutes les couches en plein de dimensions qui passent par tous ces paramètres auxquels il attribue des poids différents, etc. Et puis tout ça, il va l'agréger pour arriver à une prédiction ou une autre. Il va utiliser ce dernier vecteur pour classer le texte en 0 ou en un. Et ben, le problème, c'est que tout se passe à cette dimension qui est vraiment euh, construite dans enfin, ce dernier vecteur-là qui comprend énormément de dimensions. Il n'y a que Camembert qui peut le comprendre. C'est une structure de données qui est faite par lui, sur la base de laquelle il s'est entraîné et qu'il utilise pour après prédire.
mais à laquelle nous, on ne peut pas accéder et qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme c'est comme quand on lit ben, du langage binaire, on ne sait pas en tant qu'être humain lire exactement ce qui se passe, mais l'ordinateur, il sait. Et c'est très difficile pour l'ordinateur de pouvoir expliquer à un être humain ce qui se passe réellement, quoi. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il se base sur des relations entre des mots qui sont très éloignés les uns des autres. C'est difficile de savoir. Peut-être qu'il se base sur les citations, mais il va pas pouvoir nous le dire clairement. Peut-être qu'il se base sur les pronoms, comme mon modèle plus simple. Mais alors, s'il le fait, il va peut-être surligner des mots qui sont autour des pronoms. Et alors, nous, on doit deviner qu'en fait, c'est le pronom. Voilà, pour moi, c'est un peu une cause perdue. Une des solutions que nous, on envisage, c'est plutôt d'essayer de... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti plein d'explications comme ça avec cette méthode, et on a essayé de trouver une moyenne de toutes ces explications, ben, surtout ces explications sur un même texte, quels sont les mots qui ressortent le plus. Au final, si on fait expliquer 1000 fois le même texte par 1000 fois le même modèle, peut-être qu'il y a un mot quand même qui va être plus surligné que d'habitude. Et là, on peut peut-être trouver des tendances et se dire, ben voilà, ces mots-là, c'est les mots sur lesquels Camembert se base pour classer. On va les prendre, on va prendre le savoir qu'a intégré Camembert et on va essayer d'aller le mettre dans notre modèle plus simple pour l'améliorer. Et donc ça, on a testé ça et ça fonctionne. On arrive à gagner des pourcents avec ce modèle plus simple sans perdre en coût computationnel. Il reste aussi rapide. On a juste dû passer par cette étape où on extrait le savoir que Camembert engrange lui-même pendant son entraînement et on l'injecte dans notre modèle plus simple. Et voilà, ça c'est une des pistes qu'on trouve assez intéressante parce que on peut en apprendre quand même de ces modèles opaques, de ces modèles en boîte noire. Même si on ne pourra jamais tout apprendre, évidemment, il y a toujours des choses qui vont rester inaccessibles à l'être humain. Ben, on peut prendre ce qu'on peut prendre et améliorer nos modèles plus simples et plus explicables de cette manière-là. C'est intéressant, c'est un peu comme si tu prenais aussi un grand modèle de langue, tu fais tes classifications de base avant de faire intervenir des annotateurs et après tu peux entraîner ton modèle plus simple dessus. Ouais, Donc, par exemple. et vu comme ça, en fait, c'est cool parce que c'est comme si on prenait, en fait, on se servait des gros modèles, en fait, comme base de données pour Mhm. base de connaissances même, je dirais, pour améliorer en fait les modèles qui sont plus simples, avec une architecture plus petite et tout ça. Donc, je trouve ça très intéressant comme approche quand même. Très, très intéressant. Et du coup, je me pose finalement la question, en fait, ces modèles qu'on utilise, on se dit, ce sont des gros modèles de langue et tout, mais on ne peut pas les expliquer, mais pourtant on les a créés. C'est ce que je comprends Mhm. en fait. Je me dis, bon, ok, donc l'homme est en fait en train de créer quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Mhm. Tu vois, c'est terrible parce que si tu dis, tu dis cela à quelqu'un qui n'est pas du domaine, tu lui dis, en gros, je fais du traitement automatique de la langue, on met en place des modèles pour faire de la traduction automatique, par exemple. Ce dont on a besoin, c'est ton texte que tu veux traduire et la traduction correspondance pour entraîner le modèle. Et s'il te pose la question, mais comment il fait pour traduire? Tu peux pas répondre, tu diras, c'est une boîte noire. Même si toi, tu as fait le modèle, comment ça, c'est une boîte noire? Tu vois, parfois je me sens un peu mal à l'aise avec ça, Ah justement. oui, je comprends. Moi, je trouve ça fascinant parce que on a été pendant des millénaires dans un paradigme où tout ce qu'on ne pouvait pas expliquer, on créait des histoires, on créait des mythes, des religions pour expliquer que voilà, ben, pourquoi est-ce qu'il pleut? Ben, parce que le dieu du tonnerre est fâché, des choses comme ça, ou parce que Dieu l'a voulu. Et puis, avec le développement de la science, de l'humanisme, etc., ben, on s'est rendu compte que, en fait, on pouvait expliquer à peu près tout. Et puis là, on se retrouve dans un paradigme qui se réinverse, où les choses qui fonctionnent le mieux et qu'on a inventées nous-mêmes, on n'est plus capable d'expliquer pourquoi elles fonctionnent. Et c'est comme si ouais, on avait inversé ce truc où à un moment l'homme avait tué Dieu et puis l'homme crée les IA et puis l'homme ne comprend plus les IA et c'est assez effrayant quand on voit ces gens qui suivent aveuglément ce que dit ChatGPT
comme si c'était une vérité universelle. Parfois, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui clôturent des arguments en disant, ben si, voilà, tu vois, ChatGPT, il dit que c'est ça, alors que c'est juste une suite de probabilités et qu'on ne sait pas d'où il a tiré ça, on ne sait pas si ça vient de ses données, si c'est juste que la personne qui l'a généré a eu de la chance parce que c'était la bonne site qui tournait aujourd'hui sur Camembert, sur ChatGPT, pardon. Et donc, on revient un peu à cette ère où bah, ça nous intéresse plus vraiment de savoir, d'expliquer comment ça marche. On va juste faire confiance à cette sorte d'IA un peu divine qui nous dirait la pluie et le beau temps et à laquelle on fait confiance. Et je pense à cet exemple-là. Mon épouse est enseignante en secondaire, donc ce que vous appelez le lycée, je crois, 15-18 ans. Ouais. Elle demandait à ses étudiants, à ses élèves, s'ils utilisaient beaucoup les intelligences artificielles. Et il y a une élève dans sa classe qui lui a dit, oui, moi, je peux plus m'en passer. Le matin, je montre une photo de ma garde-robe à ChatGPT et je lui demande de choisir ce que je dois mettre parce que moi, j'arrive plus à choisir et de toute façon, à chaque fois, il fait le bon choix. Waouh. Moi, je trouve ça fou parce qu'elle disait vraiment, bah, si j'ai plus de ChatGPT, moi, je ne peux plus m'habiller le matin. Et en même temps, c'est pas surprenant parce que c'est quelque chose qu'on vit aussi depuis des années, hein. Moi, je vais plus d'un endroit à un autre en ville sans Google Maps, alors qu'il y a 20 ans, on faisait sans. Euh, toutes ces, tous ces outils remplacent des facultés ou des partis pris qu'on prenait nous-mêmes avant. Et voilà, il faut peut-être qu'on conscientise un peu ce changement dans notre société et à quel point l'arrivée des IA pourrait bouleverser aussi des conceptions au-delà de l'informatique, en tout cas. Ok, ok. Mais c'est très intéressant ça, comme analyse. C'est un peu philosophique quand même, je dirais, mais intéressant. Je sais plus quel chercheur disait que il y a eu trois grands bouleversements dans l'humanité pour l'homme. Il y a eu quand l'homme a compris que c'était pas la Terre qui était le centre du monde, mais c'était le Soleil et que nous, on était juste une petite poussière dans la galaxie. Donc ça, c'était déjà, ça a pas mal touché à l'ego de l'homme. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale où on s'est rendu compte qu'en fait, l'homme, ben, il n'était pas spécialement bon, enfin, il n'avait pas un bon fond particulièrement. Et donc ça aussi, ça remet beaucoup en question la valeur de l'être humain. Et puis ici, on est un peu face à une troisième grosse révolution de l'ego humain où, ben, en fait, on pensait, oh, désolé, il y a mon chien qui aboie, on pensait qu'on était les seuls à pouvoir créer des œuvres d'art, à pouvoir écrire des romans, à pouvoir réaliser des films. Mais en fait, ben, une IA peut le faire très bien aussi. Bon, peut-être pas aussi bien, pas pour le moment, mais ouais, je trouve que c'est une perspective assez intéressante aussi de voir vraiment cette arrivée de l'IA comme une révolution assez forte pour l'humanité. Selon toi, c'est quoi le futur de l'intelligence artificielle? Ah, c'est une grosse question, ça. Euh, ben, je sais plus comment on appelle ces deux camps. Dans justement les gens qui envisagent le futur de l'intelligence artificielle, il y a les doomers. Je vais essayer de retrouver ces noms-là. Doomers. C'est pas ceux qui parlent de super intelligence et Oui, oui, il y a les accélérationnistes et les doomers. J'avais vu un article là-dessus aux États-Unis où il y a un peu deux camps dans la manière d'envisager l'intelligence artificielle. C'est est-ce que on a envie d'accélérer et de se dire, ben, l'IA, en fait, elle va juste résoudre de plus en plus de problèmes de notre société et ça va être une révolution à laquelle ce serait bête de ne pas participer et de ne pas contribuer et de ne pas en profiter sans vraiment avoir peur des conséquences. Et puis il y a les doomers où là c'est le contraire, donc doom en anglais c'est apocalypse, c'est l'idée que l'IA en fait ça va causer la fin de l'humanité, que ça va être un peu notre ouais ce qui va nous précipiter vers la fin. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu des signaux qui vont dans les deux sens.
On voit que depuis le lancement de ChatGPT, de Gemini, de Llama, ben, les ressources computationnelles, je ne sais plus quels étaient les chiffres de Google, mais le pourcentage alloué à l'intelligence artificielle dans leur coût environnemental est immense depuis quelques années et ça va pas cesser de s'accélérer. Donc, on est dans une période, dans une crise environnementale planétaire sans précédent, et le fait d'amener l'IA là-dedans sans mettre de limitation, ben, ça va clairement pas arranger le truc. Et ça m'étonnerait fort que ce soit grâce à l'IA qu'on résolve le problème du dérèglement climatique. Donc sur ce point-là, je serais plus dans l'idée de l'aspect négatif. Après, j'ai un peu du mal, moi personnellement, mais je suis pas hyper renseigné là-dessus, à envisager l'idée de la singularité, donc du fait que l'IA prenne le pouvoir et cette vision très dystopique qui date du XXe siècle de l'IA qui asservit la population humaine. Ça, j'ai du mal à y croire parce qu'au final, même si on laisse des décisions aux IA, au final, à la fin, enfin, au début, il y a toujours un if-then de voilà, ne faites rien de mal. A priori, tant qu'on fait pas ça n'importe comment, c'est peut-être ça le gros souci, c'est à qui est-ce qu'on confie ces tâches-là. Mais tant qu'on fait pas ça n'importe comment, je pense qu'il y a peu de chances que ça parte en cacahuète. Mais voilà, moi, j'ai pas de position tranchée sur qu'est-ce que sera l'avenir de l'IA. Je suis hyper curieux aussi parce que je, je travaille de plus en plus dans le domaine de la création aussi. J'essaie de prévoir un postdoc sur comment est-ce que on peut essayer de créer des œuvres d'art, en tout cas littéraires ou des scénarios avec de l'IA sans tomber dans des travers de clichés, de biais, de juste perdre le contrôle, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon. Donc je suis assez positif sur ce plan-là, même si évidemment je suis totalement du côté de tous ceux qui disent que ça reste du vol de données quand on entraîne des IA sur des œuvres d'artistes sans leur autorisation. Euh, donc, je suis ni optimiste ni pessimiste. J'attends de voir. Je pense qu'il faut continuer à faire de la recherche dessus. C'est sans doute ça le plus important et c'est sans doute le message à faire passer le plus en ce moment parce que là, quand on se parle, c'est en plein milieu de la crise aux États-Unis sur les droits et les crédits alloués à la recherche. Et on sait que les États-Unis sont numéro un dans ce domaine-là et il ne faut pas laisser uniquement les rênes aux industries parce que elles font ça pour le profit et pas pour le bien de l'humanité. Il faut le garder en tête. Donc voilà, je suis désolé, je suis un peu parti dans tous les sens, mais l'avenir de l'IA, je le vois pas, je l'attends. Ben oui, mieux vaut l'attendre aussi. Ouais. Ça marche. Ben écoute, merci Louis pour cette interview, pour cette discussion. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi sur ton sujet de thèse, sur l'avenir de l'IA notamment. J'espère que tu as apprécié aussi ce petit moment aussi de discussion. Je sais pas si tu as un mot de fin pour clore. Non, j'ai pas réfléchi à un mot de fin, mais bah, abonnez-vous, hein, c'est peut-être ça le plus Merci important. beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette discussion avec Louis. Donc, on a parlé d'intelligence artificielle et de linguistique, plus particulièrement en fait la détection de la subjectivité dans les articles, donc les articles de presse, les news. Et en fait, Louis, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si un texte est plus informatif ou plutôt un texte d'opinion. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un journaliste qui donne son opinion sur un fait ou il s'agit juste d'une information qui est passée pour le lecteur. Donc, j'espère que cet épisode encore vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, comme lui l'a dit tout à l'heure, à partager, liker si cette vidéo vous a plu. Sinon, on se dit à bientôt sur Photizo On et Yarl.